Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. La semaine est terminée et nous sommes toujours à vos côtés. Ce dimanche 9 février, l'épisode est consacré à l'invité du Trendstalk. L'invité de cette édition est Laurence Mathieu. La CEO de NRB, le plus important groupe ICT en Belgique, est interviewée par Olivier Mouton, journaliste pour Trends Tendance. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Olivier, merci. La digitalisation de la Wallonie, la cybersécurité, l'enjeu numérique, les élections, l'enjeu citoyen, beaucoup de thèmes abordés en compagnie de Laurence Mathieu. NRB est active dans l'accompagnement des acteurs publics et privés dans leur activité. Après un an passé à la tête de NRB, quel bilan tirer sur cette première année en fonction ? Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Alors, un regard d'abord intense, une période intense et passionnante, et un bilan que je ferai en 3 phases. D'abord, évidemment, au niveau commercial, c'est important pour toute société, un chiffre d'affaires en croissance. C'est toujours bien, oui. Exactement. Deuxième point, c'est vraiment tout ce qui est proximité. Nous avons beaucoup travaillé cette année sur la proximité à la fois vis-à-vis de nos clients, l'accompagnement dans tout ce qui est digitalisation. C'est vrai que c'est un enjeu crucial et pour ça, il faut vraiment être capable de comprendre et d'avancer avec le client. Proximité aussi avec les collaborateurs, nouvelle CEO, comité de direction également relativement récent. Donc, nous avons vraiment privilégié... Une femme, on en reparlera, mais voilà, c'est quand même bien. Donc nous avons vraiment privilégié une approche de discussion vraiment bilatérale avec parfois des choses très concrètes comme des petits déjeuners, comité de direction personnelle, parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe sur le terrain. Et puis peut-être une troisième chose qui est évidemment importante, parce qu'on parle de 2024, mais il y a encore 2025, 2026, etc. Donc nous avons travaillé sur notre plan stratégique, Impulse 27, donc plan à 3 ans comme le nom l'indique, justement pour continuer à positionner NRB comme un leader sur le marché ICT belge, et aussi pour voir comment on peut évoluer, ce qu'on doit mettre en œuvre pour nous adapter à l'évolution mondiale, aux enjeux mondiaux et aux évolutions en matière de technologie. Et vous employez combien de personnes aujourd'hui ? Au niveau du groupe NRB, nous représentons 3670 collaborateurs. Et vous vous engagez, c'est aussi un enjeu, j'imagine, chaque année de recruter de nouveaux talents. C'est un défi. Je suis contente de voir que nous attirons justement de nouveaux talents. Nous engageons chaque année entre 250 et 300 collaborateurs, issus, je vais dire, de différents milieux, soit directement des hautes écoles, de l'université. Nous travaillons également avec des écoles sociétales comme Bicode, et bien entendu, nous recrutons également énormément de travailleurs plus expérimentés dans des domaines de pointe. Alors, on avait eu l'occasion de discuter pour Trends Tendance et j'avais été frappé, vous insistiez sur le fait que les services technologiques pour lesquels vous travaillez doivent être à valeur humaine. Vous répétiez le fait que ce n'est pas une fin en soi. C'est important pour vous, ce positionnement-là ? Tout à fait, parce que il y a quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est le pourquoi des choses, le pourquoi on fait les choses, le sens de ce qu'on fait, l'impact qu'on a sur le quotidien de nos clients et des clients de nos clients. Ce pourquoi, finalement, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on a l'énergie, que nos collaborateurs sont fiers de travailler pour notre société, que des nouveaux talents veulent rejoindre notre société. C'est vraiment ce sens qu'on donne à tout travail. Ça veut dire une entreprise citoyenne, vous utiliserez le mot ou bien c'est peut-être... Vous savez, la technologie, finalement, c'est un outil créé par l'humain, pour l'humain. Ouais. Et donc, parfois ça le dépasse un peu. Parfois ça le dépasse un peu, je peux le comprendre. Mais ça veut dire que c'est toujours très important pour moi de garder ça à l'esprit, à la fois vis-à-vis de nos collaborateurs, mais également de manière générale vis-à-vis de nos clients. Je travaille depuis des années dans le domaine... Dans le domaine, vous étiez chez HP avant, si je ne me trompe pas. Exactement. Et je peux vous assurer que lorsqu'un projet technologique ou informatique échoue, à 90% des cas, c'est dû plutôt au facteur humain, à la préparation des équipes qui vont devoir utiliser le système, à une technologie ou une solution qui n'est peut-être pas adaptée également à la culture de l'entreprise. Donc c'est crucial de tenir en compte le facteur humain dans tout trajet de digitalisation.
Alors en plus, vous avez des missions, certaines missions, vous en avez beaucoup évidemment, mais par exemple, vous accompagnez les élections. Ça, c'est quand même pas anecdotique. Ça. Ah ben c'est clair que c'est une fierté parce que je vais dire c'est quelque chose qui évidemment est important non seulement au niveau technologique, mais de manière générale, c'est quand même un acte citoyen. Donc tout le groupe NRB, parce que c'est pas que la filiale que je représente, c'est vraiment l'ensemble des filiales, plus de 250 collaborateurs sur le pont. Avant et également pendant, bien entendu. Donc c'est une fierté. Maintenant, très honnêtement, quand nous travaillons pour les institutions européennes, c'est une fierté aussi. Bien sûr, oui. C'est un honneur de travailler aussi pour des grandes banques, des institutions financières, des compagnies d'assurance, pour des PME et pour des institutions publiques, qu'elles soient fédérales, régionales ou locales. C'est aussi une fierté. Il n'y a pas de gradation. Non, pour nous, sûr. C'est la passion du travail bien fait, finalement. Est-ce que vous avez le sentiment que la Wallonie est suffisamment digitalisée? Je sais que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Bon, je vous pose une question un peu générique, évidemment, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a d'abord le marché, évidemment, mais aussi un travail à faire pour encore développer cette dimension-là? Mais déjà, une première chose que je remarque, c'est qu'il y a énormément de sociétés technologiques, donc là, je parle vraiment du côté, finalement, du fournisseur de services, énormément de sociétés technologiques, de start-up technologiques en Wallonie, qui sont très bien avancées. Il y a énormément aussi de collaboration avec des laboratoires qui sont peut-être parfois des laboratoires académiques sur des sujets de pointe comme tout ce qui est le quantique, la cybersécurité. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Donc il y a des sociétés qui prennent l'initiative et qui se positionnent. Au niveau de la digitalisation, je pense que c'est évidemment important pour les entreprises, mais également pour les institutions publiques, pour rendre un meilleur service parfois aux citoyens, ou un service plus accessible. On parle beaucoup de simplification administrative aujourd'hui, ça participe, j'imagine. Exactement. Après, c'est clair qu'il y a un défi qui est toujours là, en Wallonie, comme d'ailleurs de manière générale au niveau belge, européen et probablement mondial, c'est la gestion de la donnée. La donnée, c'est crucial, c'est un enjeu, et c'est vraiment le fait d'avoir une gouvernance de données adéquate qui va permettre alors de pouvoir bénéficier de certaines technologies comme l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une souveraineté des données? Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir suffisamment de prise sur ces données, c'est ça ou... Je pense qu'il y a plusieurs débats autour de la donnée. Comme je dis, la donnée, forcément, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu pour les entreprises, mon carnet client. Je veux dire, certaines méthodes de production, c'est un enjeu pour nous en tant que citoyens. C'est quand même, nos données personnelles, c'est quand même un enjeu démocratique. C'est devenu un enjeu politique. On a vu des hôpitaux qui se faisaient rançonner. Donc c'est important. Au-delà de cela, de cette donnée, elle doit être sécurisée. Donc, on peut parler de coffre-fort de données. C'est le terme qu'on utilise chez nous, chez NRB. Pour moi, parce que vous avez des coffres-forts de données. Tout à fait. Et pour moi, justement, c'est à ce niveau-là qu'on parle. Donc, on parle de souveraineté, effectivement, dans le stockage de la donnée. Et nous, notre positionnement clair, l'engagement qu'on veut prendre vis-à-vis de nos clients à ce niveau-là, par rapport à ces problèmes de souveraineté européenne, c'est le fait que ce coffre-fort de données, ce coffre-fort numérique, il est installé dans un cloud souverain, donc dans des data centers en Belgique, en Wallonie d'ailleurs, géré par nous de manière locale. Je pense que c'est un enjeu atout quelque part. Oui. C'est un atout parce que les données ne quittent pas finalement, ne quittent pas la zone Europe et sont vraiment gérées localement. C'est un premier enjeu au niveau de la donnée. Ça veut dire que vous pouvez dire à vos clients ou à ceux que vous accompagnez, avec nous, vous pouvez quand même être sûr qu'elles sont safe, quoi. Avec nous, elles sont safe, elles sont dans nos data centers. Ouais. Ça, c'est important. Deuxième point, évidemment, au-delà du stockage, c'est l'exploitation de ces données. Et c'est là, justement, que la gouvernance de la donnée, la structuration prend tout son sens. Vous savez... Et ça me paraît logique, il existe encore beaucoup d'entreprises, et probablement d'entreprises privées, mais aussi publiques, où les données sont potentiellement silotées dans différents départements. Donc, si vous voulez vraiment pouvoir exploiter la donnée, la première chose, c'est de comprendre où elle se trouve, et donc, quelque part, de la structurer. Et ça, ce sont aussi des services que nous rendons en accompagnant justement nos clients dans la compréhension de leur structure de données, en mettant en place la gouvernance
compétences nécessaires également. Et puis surtout aussi, évidemment, en sécurisant cette donnée, puisque c'est une richesse. J'allais dire, la cybersécurité, c'est quoi ? C'est devenu un enjeu majeur aujourd'hui. Enfin, vous avez parlé des hôpitaux qui se font rançonner, mais enfin... Bon, j'imagine qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, mais ça veut dire comment ? C'est quoi ? C'est des investissements considérables ? C'est une attention permanente ? C'est quoi ? Ce qui est clair, c'est que... on peut considérer que les mesures préventives de cybersécurité coûtent cher, mais je vous assure que le coût d'une cyberattaque et l'impact d'une cyberattaque est encore bien plus grand. C'est catastrophique, potentiellement. C'est catastrophique. Hein. On a déjà vu des organismes privés ou publics, je vais dire, bloqués pendant 3 mois. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Donc ça veut dire qu'il est très important, à partir du moment où cette donnée est une richesse, de la protéger, de la considérer comme telle. Et... vraiment de se dire, on accompagne dans tout le trajet, depuis la prévention, la mise en place de mesures, je vais dire, de sécurisation, donc vraiment de mesures technologiques, la réaction opérationnelle en cas d'attaque, détecter le plus rapidement possible, essayer de contrecarrer, agir, éventuellement restaurer. Mais je veux revenir sur la prévention, parce que ça commence parfois aussi par la sensibilisation. Un mot de passe qui est laissé à l'abandon, un mail sur lequel on clique, et voilà, on ouvre une porte. Tout le monde n'est pas nécessairement conscient de l'enjeu. Enfin, je dis peut-être. Et ça, c'est vraiment une demande qui est vraiment importante sur le marché. Nous accompagnons vraiment aussi nos clients dans des mesures, des formations, des sensibilisations de leurs employés, justement, à l'importance de certains gestes préventifs, en fait. Est-ce que ça veut dire que c'est une dimension qui prend de plus en plus de place pour vous dans votre activité ? Enfin, je veux dire, parce qu'on... Bon, pas pour faire des théories du complot ou les attaques russes qui pourraient nous envahir, enfin que sais-je, je ne fais pas de la science-fiction, mais cette dimension-là, elle est de plus en plus importante. C'est clair qu'il y a de plus en plus de menaces de cyberattaques, que ce soit sous forme de cryptage de données, de demande de rançon, de vol de données, etc. Donc oui, c'est important. Une criminalité même ordinaire, exactement, quelque part. Tout à fait. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des investissements considérables pour vous ? Une recherche et développement en permanence ou... Pour nous, ça veut dire d'abord cet investissement dans nos data centers, dans notre cloud souverain. C'est vraiment un axe majeur pour les années futures, avec ces investissements en Wallonie. Ce qui est important pour nous aussi, évidemment, dans ce cadre-là, c'est que ces data centers soient zéro carbone, d'où les investissements additionnels nécessaires. Ce sont des investissements dans des connaissances. Chez nous, les connaissances, ce sont nos collaborateurs, mais c'est aussi les technologies autour de ça, dans le domaine de la cybersécurité. Ce sont des investissements aussi dans l'exploitation des données avec l'intelligence artificielle, les différentes méthodologies, l'apprentissage des bons outils, le fait de les tester aussi. Et d'ailleurs, pour donner un exemple, récemment, nous avons mis en place dans nos data centers quelque chose que nous allons aussi commercialiser, qui est en fait l'intelligence artificielle souveraine dans nos data centers et donc aussi zéro carbone. On ne parle pas de ChatGPT ou de DeepSeek, on parle bien de cas d'utilisation, de cas d'usage, de modèles que nous pouvons proposer à nos clients en fait. Donc ça veut dire, il y a 2 choses qui m'interpellent dans ce que vous dites et sur lesquelles j'avais envie de vous entendre. La première, c'est, effectivement, vous l'avez évoqué, le zéro carbone. C'est vrai que les technologies, on se dit, a priori, c'est quand même une activité énergivore qui consomme beaucoup. Comment on peut concilier ça avec une volonté de développement durable ? Alors c'est le cas pour votre siège, je crois, pour les data centers, c'est un souci permanent ? Oui, tout à fait. Mais, de manière concrète... au niveau de nos data centers et de nos bureaux, on parle de 23 000 m², tout est zéro carbone. Donc, de part du photovoltaïque, une éolienne dont nous sommes très fiers, j'en parle très haute, très belle, mais aussi, je vais dire, de part aussi recours à l'énergie verte. Maintenant, il n'y a pas que ça, ça c'est nos data centers, mais je pense qu'il y a toujours aussi une manière de faire les choses et d'utiliser un outil de manière responsable, de manière durable. Donc, un outil technologique, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, effectivement, ça consomme de la puissance électrique. Donc,
une des premières choses, c'est peut-être d'essayer d'utiliser le bon outil. Et j'aime bien parfois de faire des comparaisons. Comparons avec un outil formidable qu'est la voiture ou tout moyen de transport. On ne prend pas sa voiture pour aller chez son voisin qui habite à 100 mètres. Si on se déplace de Herstal à Bruxelles, on ne le fait pas en avion. Donc vous voyez, c'est aussi un peu cet apprentissage raisonnable de l'outil qui est important. Et c'est aussi de la sensibilisation à faire, en fait. Parce que, prenons l'exemple des États-Unis, où maintenant un nouveau président annonce qu'ils vont creuser pour forer pour avoir plus d'énergie. Mais un des enjeux, c'est quand même justement les data centers, l'intelligence artificielle, toute cette énergie colossale dont ils auront besoin. Donc... on parle de ça quand même. Tout à fait. Mais c'est pas évident, j'imagine, de rester, d'accompagner ça de façon durable, quoi. Mais pour nous, c'est pour ça que le plus important, c'est vraiment de repartir du besoin métier. Encore une fois, pousser une technologie pour la technologie, l'intelligence artificielle ou autre, ça n'a pas de sens. Par contre, partir du besoin métier, du besoin du client, en discuter avec lui, faire de l'accompagnement et se dire, écoutez, dans ce cadre-là, on peut le résoudre de cette manière-ci. Ce n'est pas nécessairement l'intelligence artificielle générative. Il y a d'autres technologies d'intelligence artificielle moins consommatrices d'énergie. Mais je vais dire, soyons raisonnables, mettons en place ce qui va bien, la solution adaptée. Et pour nous, c'est vraiment le credo, et c'est vraiment ce que l'on pousse à travers également notre accompagnement de consulting digital. Nous avons mis en place sur cette année, justement, puisqu'on parlait de bilan, une nouvelle équipe qui ont des profils, de personnes qui ont des profils très particuliers, c'est-à-dire qu'ils sont issus de différents secteurs, que ce soit le secteur financier, que ce soit l'industrie, le biopharma, tout ce qui est bien la défense, qui connaissent les secteurs, mais qui ont travaillé dans l'IT de ces secteurs et qui ont également les compétences en matière de tout ce qui est important de nos jours, le cloud, l'intelligence artificielle, CRM, tout ce qui est sécurité, etc. Ouais. Mais je veux dire, ils ont la connaissance appliquée. Et donc, quelque part, ça facilite également l'interaction, le dialogue avec nos clients, parce que finalement, pour identifier un problème et la solution qui doit le résoudre, c'est une question de dialogue entre humains. L'intelligence artificielle, vous avez évoqué aussi. C'est quoi ? C'est un développement vertigineux pour vous qu'il faut intégrer, enfin vous intégrez déjà, mais je dirais, comment vous percevez cette évolution ? Parce qu'on en parle un peu dans tous les sens. En fait, alors vous avez dit ChatGPT, DeepSeek, et tout ça pour parler des rêves transhumanistes, mais vous vous situez comment dans cette dynamique-là ? Pour nous, c'est un enjeu important parce que ça amène vraiment de la productivité en plus, de l'efficacité par la simplification de certains processus. Ça amène aussi quelque chose, je vais dire, à la société. Si on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, pour faciliter le diagnostic dans le cadre de l'imagerie médicale, vous imaginez, ça peut quand même permettre de détecter des maladies graves de manière beaucoup plus précoce. Donc je pense que c'est important. Encore une fois, il n'y a pas que ça. Et puis se pose aussi la question de savoir comment l'utiliser. Je pense que est-ce que c'est une révolution ? C'est une évolution qui est en marche. L'intelligence artificielle est un outil qu'on doit utiliser comme un outil. La pensée doit rester humaine. Ça, c'est vraiment dans la même ligne. Tout à fait. Mais exactement, c'est vraiment crucial. Et puis, surtout, il faut tenir en compte, je vais dire, tout l'écosystème, finalement, autour de l'intelligence artificielle. Et par écosystème, ce que je veux dire, c'est le fait de comprendre que si on automatise certaines tâches, le travail de toute une série de collaborateurs ou de certaines entreprises va devoir évoluer. Ça va faire appel peut-être à une autre manière de fonctionner, utiliser un nouvel outil ou peut-être justement se repositionner sur du travail à valeur ajoutée. J'étais au vœu d'Agoria, je pense que c'était la semaine passée. L'industrie technologique, exactement. Le représentant de l'industrie technologique, oui. Et j'ai été frappée en fait par des questions de jeunes entre 20 et 25 ans, dont une question qui était: est-ce que j'aurai encore du travail
dans 10 ans, ou est-ce que je vais être remplacée par une intelligence artificielle? Et moi, ma réponse, elle est non. Mais probablement, le travail... C'est le fantasme que tout le monde a, en quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Et auquel il faut vraiment, comme je dis, faire attention, accompagner. Ça veut dire que vous apportez, vous, des solutions adéquates avec les acteurs que vous accompagnez pour dire là ça peut être utile, là pas, là, enfin c'est vraiment ça. C'est le point fondamental de se dire en quoi, allez, d'abord encore une fois, pourquoi. Je reviens là-dessus, pourquoi on fait les choses. J'ai eu beaucoup de discussions cette année, comme je le disais, avec des clients, et beaucoup de discussions qui tournaient parfois sur le fait de me poser la question de Madame Mathieu, comment est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle? Je dois faire quelque chose, je le lis partout, je dois faire quelque chose. C'est une question naïve, mais c'est une vraie question. Et c'est une vraie question. Ouais. Mais en fait, finalement, il faut vraiment faire un pas en arrière, le recul, et se poser les bonnes questions, de se dire où ai-je des inefficiences, et ça peut être peut-être toute une série de documents à compulser, ça peut être ça simplement, qui pourrait être résumé parfois par l'intelligence artificielle. Je peux m'imaginer, Olivier, qu'en tant que journaliste, vous devez parfois... On avale beaucoup de documents. Exactement, et que peut-être avoir une intelligence artificielle qui vous aiderait à aller rechercher certaines informations dans les milliers d'archives. Le gouvernement le plus long. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un cas d'usage qui fait sens. J'ai parlé de l'imagerie en diagnostic médical, c'est évidemment important. Et là, on est dans ce qui est l'intelligence artificielle générative. À côté de ça, on a des cas d'usage, je vais dire, assez basiques. Donc, et vous travaillez sur tous ces domaines-là? On travaille sur tous ces domaines-là, tout à fait. On a des cas d'usage comme de la maintenance prédictive. C'est quand même fantastique, dans une usine, si vous avez une chaîne de production et des capteurs, de vous dire que, attention, je reçois ce signal et qu'une intelligence artificielle prédise le fait qu'il risque d'avoir un problème et anticipe la panne. Ça, je pense que ce sont des utilisations extrêmement importantes. Et oui, effectivement, donc nous accompagnons nos clients, mais depuis vraiment la réflexion sur les besoins, les cas d'utilisation qui font sens, en fait. Vous avez parlé d'Agoria, qui est la fédération qui représente l'industrie technologique, pour faire court. Il y avait un petit signal d'inquiétude sur la compétitivité du secteur. Alors évidemment, j'imagine que ça ne concerne pas tous les acteurs, toutes les entreprises. Il y a des niveaux différents et des activités différentes. Mais on a enfin un gouvernement fédéral, on avait un gouvernement wallon. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, des choses où vous vous dites il est temps que ça bouge pour nous aussi? Mais je pense que de manière globale, que ce soit au niveau wallon, belge ou européen, il faut vraiment soutenir les secteurs technologiques, pas que, le secteur de l'industrie également. Mais à l'heure actuelle, on a parlé de souveraineté européenne. C'est clair qu'on se trouve en tant que société technologique comme NRB, acteur wallon, certes acteur important au niveau belge, mais acteur wallon, belge, européen, face à des sociétés américaines qui sont des géants. Qui écrasent tout souvent, qui n'ont pas beaucoup de considération en tout cas. Justement, l'Europe arrive, et je pense que c'est très important, avec des réglementations qui doivent respecter nos droits en tant que citoyens. L'utilisation éthique des données, c'est quand même important. Le respect du droit de propriété intellectuelle, c'est quand même fondamental. Encore plus fondamental, s'assurer que les algorithmes d'intelligence artificielle soient non discriminatoires et quelque part qu'on fasse attention aux données. Des gens qui ne font pas très attention à ça. Pour parler d'Elon Musk, par exemple, il y en a qui ne sont pas très regardants. En Europe, c'est obligatoire. Donc, depuis le 2 février, nous-mêmes, NRB, nous avons signé en interne un manifesto de l'AI. Nous mettons en place des modèles responsables. Maintenant, quand vous vous engagez à ce genre de choses, forcément, vous mettez en place, vous sensibilisez, vous formez, vous mettez en place des contrôles. Donc, quelque part, au-delà de cette compliance qui est nécessaire, je pense qu'il serait bien aussi et nécessaire également de lancer des investissements dans l'innovation pour justement soutenir nos sociétés européennes qui sont si conscientes justement de cet enjeu démocratique. Parce que quelque part, la régulation peut être un atout, mais elle implique un certain nombre de responsabilités, de devoirs, c'est ça en fait? Exactement, qui sont applicables à nous en tant que société européenne, qui ne le sont peut-être pas applicables quand vous travaillez en dehors de l'Europe. Donc je pense que c'est vraiment important et crucial qu'au-delà de ces règles nécessaires, que nous intégrons parce que nous nous sentons responsables chez NRB, mais
d'avoir également les investissements dans l'innovation, de relancer justement la technologie européenne. Et pour ça veut vraiment dire on va plus loin que la Wallonie et la Belgique. Je pense que ça veut vraiment dire un plan ambitieux. Parce que le fameux plan industriel, enfin en tout cas qui est annoncé aussi par la Commission européenne. Maintenant, on verra évidemment ce qu'il en adviendra, mais c'est à ce niveau-là que ça se joue, surtout. Je pense que ça se joue à tous les niveaux. Ça se joue vraiment à tous les niveaux. Maintenant, les sociétés technologiques doivent également se positionner. Donc nous voulons nous positionner, nous voulons aider à la fois les entreprises privées, les entreprises publiques. Vous avez parlé du gouvernement wallon fédéral. Nous tenons à la disponibilité pour vraiment venir aider dans la digitalisation. Nous comprenons les défis et nous sommes là. Ça veut dire que, par exemple, d'un Bardowever, c'est pas lui directement, mais Premier ministre d'un gouvernement fédéral, vous entendez quoi des mesures sur le coût du travail, sur le coût de l'énergie, sur la compétitivité? C'est des choses comme ça aussi ou bien écoutez, d'abord, je pense que nous devons tous prendre nos responsabilités, en tant qu'entreprise, en tant également que citoyen, en tant que politique. Donc, moi, j'avance. Mais je pense effectivement que des mesures qui permettent de soutenir les entreprises technologiques de manière générale sont les bienvenues. Parce que c'est un enjeu majeur pour la Belgique. Enfin, la Belgique et l'Europe. Mais, tout à fait. Alors, une question qui est un peu en marge de ça, et qui est évidemment directement liée aussi. Vous êtes une femme dans un secteur technologique dont on dit parfois qu'il est un peu composé de mâles alpha. Bon, c'est peut-être une caricature, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est important pour vous? Je sais que vous dites parfois, en fait, moi, j'avance, je travaille, c'est pas vraiment mon sujet. Mais est-ce que c'est facile et est-ce que c'est important malgré tout? Bon, peut-être plusieurs constats. Plusieurs constats. Alors, mâle alpha peut-être pas partout. Non. Remarque. C'est ça, un peu caricatural. Tout à fait, je m'en doute. Deuxième constat, vous savez, je suis dans ce domaine depuis des années. Donc, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup plus de femmes. Chez NRB, nous avons 30% de femmes dans ce secteur technologique. On pourrait se dire, est-ce que c'est assez ou pas? Moi, ce que je remarque, c'est que en fait, ça commence dès les études. Donc, si vous regardez les études en ingénierat, les études technologiques, de manière assez curieuse, on ne voit pas tellement de jeunes filles déjà. Donc, ça commence déjà à partir de la filière des études. Il n'y a pas, théoriquement, il n'y a pas de raison qu'un secteur soit plus genré qu'un autre. Donc je pense que c'est peut-être aussi une question d'éducation, de sensibilisation, peut-être de rôle modèle, mais aussi finalement... C'est de dire c'est possible, quelque part vous êtes la preuve que c'est possible. C'est possible, et peut-être aussi se dire que, au-delà des études, comprendre ce qu'est le métier. En fait, vraiment montrer ce que sont les métiers de l'IT. On a également eu quelques initiatives avec le Liège Digital House à ce niveau pour vraiment expliquer de manière simple, finalement, aux étudiants de secondaire, c'est quoi les métiers de l'IT. Et c'est pas toujours de manière caricaturale une personne derrière un écran qui code, etc. Non, il y a des tas de métiers. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre consulting digital. C'est vraiment un métier, justement, où il y a une nécessité de rapport humain, d'empathie, de compréhension, d'écoute du besoin de l'autre. Donc je pense qu'il y a vraiment une place pour tout un chacun. Ce n'est pas plus masculin que féminin. Et à côté de ça, je pense aussi, encore une fois, qu'il faut surtout que ce soit la bonne personne au bon endroit. Oui, c'est ça, c'est le plus important. Comme vous dites, vous faites votre tâche quelque part, c'est le meilleur exemple peut-être à donner. Exactement. Et en même temps, vous avez vu cette fameuse photo du gouvernement, on ne parle pas du milieu des entreprises, là, mais où il y avait 4 femmes qu'il fallait chercher parce qu'elles étaient un peu cachées derrière. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous fait un peu sursauter ou bien vous dites, voilà, il y a encore du travail, mais... Je pense qu'il y a certainement encore du travail. Bon, je ne m'attache pas à ce genre de choses, mais je pense que la diversité est une richesse à tous les niveaux. Il faut bien le comprendre. On peut parler de diversité homme-femme, peu importe. La diversité, c'est ce qui amène justement ces débats constructifs qui sont nécessaires au sein d'une entreprise, au sein d'une démocratie aussi. Et je pense que au sein, en tout cas, de NRB, c'est ce que je pousse en tant que CEO. Et cette sensibilité humaine qui est sans doute liée à ça aussi. Enfin, j'imagine que, encore une fois, c'est pas strictement féminin, mais peut-être que c'est une sensibilité que vous avez plus que d'autres. C'est possible, je pense que c'est surtout quelque chose de très personnel, de très individuel, pour être tout à fait transparente avec vous. Mais je pense simplement que la richesse vient de la diversité.
Une stratégie axée sur la proximité avec les clients et collaborateurs, un engagement fort pour une technologie à valeur humaine et une vision d'avenir pour le numérique, voici ce qui fait le succès de NRB. L'entreprise, au travers de son plan Impulse 27, ambitionne de rester à la pointe de l'innovation tout en relevant les défis de la digitalisation, notamment en matière de cybersécurité et de souveraineté des données. NRB se veut responsable, soucieux de l'environnement et promouvant une IA éthique. La CEO souligne également l'importance d'un soutien accru au secteur technologique européen pour assurer leur compétitivité face aux géants mondiaux. Enfin, le groupe s'engage pour une plus grande diversité et inclusion, reconnaissant la richesse que cela apporte. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, lundi, pour accompagner votre semaine par un nouvel épisode consacré aux réformes entamées par le gouvernement de Wever. Bon dimanche et à demain. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.